Chers invités, chers partenaires, bienvenue. Dans la vie, rien n'est immuable. Je parle de notre pays, le Mali, qui se trouve dans des difficultés aujourd'hui sécuritaires, politiques. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas permanent. Merci au maître de cérémonie, merci Mohamedou. Je n'ai pas regretté d'avoir passé toute la journée ici parce que d'abord j'ai rencontré du monde et j'ai rencontré beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de vision pour le développement de notre pays. Et donc, je n'ai pas perdu ma journée, bien au contraire, je pars très enrichi de toutes ces rencontres, de toutes ces bonnes vibrations. Félicitations à ceux qui ont fait des pitchs, à ceux qui ont été primés, c'est des très beaux projets. J'ai aussi beaucoup aimé la visite de stand. On voit vraiment qu'il y a de l'énergie, il y a des très belles idées. Il y a des très belles idées et surtout derrière les idées, il y a des personnes qui sont engagées, qui veulent vraiment s'engager, qui sont même prêtes à tout laisser tomber pour que leur projet puisse réussir. Alors je veux donc remercier Mohamedou de m'avoir donné l'occasion de rencontrer la diaspora malienne et africaine. Vous êtes venus très, très, très nombreux. Il m'a même dit qu'il a dû refuser des inscriptions. Je voudrais vous remercier tous. Vous êtes aussi nombreux que vous étiez ce matin. Ça veut dire que vous accordez vraiment de l'intérêt à ce qui se passe sur votre continent et que vous avez envie d'apporter votre contribution. Mon ami et complice qui a dû partir parce qu'il avait un engagement, Djibril Baba Tabouré, a dit que c'est un devoir de génération. Il est vrai que nous, les soixantenaires, lorsqu'on est venu étudier, après nos études, on n'a jamais imaginé rester dans les pays d'études et de travail. Après nos études, après un peu d'expérience professionnelle, nous sommes rentrés parce que c'était ça le chemin. Soit on rentrait pour devenir fonctionnaire, ou on rentrait pour se lancer parce que nos pays avaient besoin de cela. Vous, cette nouvelle génération, souvent née ici, ben vous avez le choix. D'abord parce que vous avez la double nationalité, ensuite parce que vous avez fait des études et vous travaillez dans des pays qui ont atteint la plénitude économique. Et donc, c'est normal que vous vous posiez les questions. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je peux faire les deux? Donc, vous posez les questions que nous, on ne se posait pas parce que nous, on n'avait pas d'autre choix, ou en tout cas, on n'avait pas d'autre envie que de rentrer pour apporter cette contribution. Alors, je pense que j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui, surtout pendant les panels. Et j'aimerais vous apporter un peu mon éclairage, ma contribution d'un Africain, d'un Malien qui a fait un parcours comme vous, venir étudier, enfin pas comme vous, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes nés ici, mais en tout cas qui est venu étudier, qui est reparti et qui a été confronté à ces difficultés-là. La première que j'ai entendue pendant les panels, c'est la difficulté de s'intégrer. Même pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas né en Occident, qui n'a pas grandi en Occident, mais qui a passé quelques années, j'ai rencontré ces difficultés au retour. Notamment lorsque vous faites des études supérieures. Moi, j'ai fait une business school à San Francisco, à me spécialiser en finance. Quand je suis rentré, effectivement, je voulais renverser la table. Je voulais moderniser la société familiale dans laquelle je travaillais. C'est ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs. Mais il est évident, il est vrai que moi aussi,
6 mois après, je me posais des questions de savoir si j'avais fait le bon choix, si j'allais y arriver, si ce n'était pas trop dur, si la pression sociale n'était pas trop dure. Mais après réflexion, j'ai décidé de rester, de ne pas retourner vivre et travailler aux États-Unis parce que j'avais eu l'intime conviction, après 6 mois de travail, que c'était là où je pouvais avoir une vraie valeur ajoutée. C'était là où je pouvais faire la différence. Je n'avais absolument aucune valeur ajoutée à San Francisco. Et j'en avais dans mon pays, sur le continent, et c'est ce qui a donné la naissance du premier groupe hôtelier panafricain en Afrique de l'Ouest. Donc, mais par contre, ça demande de faire des sacrifices et de faire des choix. Le premier choix, c'est oui, il faut être agile. Oui, on peut amener à faire des compromis, mais jamais de compromission. Moi, je n'ai jamais accepté que la pesanteur sociale, que le social m'empêche de réaliser mes rêves. Et je ne vous le conseille pas. Il faut y résister. Si je peux aller à un mariage et à un baptême, parce que j'ai le temps, je le ferai. Mais si je n'ai pas le temps, je n'irai pas à un mariage ou à un baptême. Parce que j'ai un travail à faire où je dois rendre quelque chose. Alors, oui, je vois mes nièces, parce que vous êtes tous presque mes enfants, je vois les filles et les dames me regarder. C'est plus facile pour les hommes que pour les femmes, je vous le concède. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Passer toute sa vie dans du social, alors que vous avez un projet, vous avez une entreprise, vous avez une vision, c'est tout simplement pas possible. À un moment donné, il faut prendre le risque de ne pas plaire socialement si vous voulez réussir votre vie professionnelle au Mali. Je me rappelle quand j'ai dit à ma toute première assistante que je ne reçois pas de visite amicale et familiale à mon bureau. Elle m'a regardé comme ça. Mais comment je vais faire si votre tonton vient? Si mon tonton vient, vous lui dites que M. Bali sera très heureux de vous recevoir à son domicile, mais pas au bureau. Et vous savez quoi? Ça marche. Je n'ai pas un seul parent qui vient me voir dans mon bureau. Tous ceux qui veulent me voir, qui sont des parents, savent qu'ils peuvent me voir chez moi, mais pas au bureau. Donc je pense qu'à un moment donné aussi, lorsqu'on vous voit rigoureux, sans compromission, on respecte votre personnalité, et en ce moment, vous arrivez à réaliser ce que vous pouvez réaliser et devez réaliser. Deuxième réflexion sur ce que j'ai écouté depuis ce matin, c'est que vous ne pouvez pas prendre Paris et l'amener à Bamako. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre Genève et l'amener à Caille. Vous ne pouvez pas prendre San Francisco et l'amener à Paris, et à Tombouctou. Il faut savoir que si vous faites le pari de retourner, de vous lancer, de démarrer un projet, c'est une nouvelle vie que vous démarrez. C'est une façon de vous comporter. C'est d'autres codes. Mais la base reste toujours la même, comme l'a dit Valérie, je suis totalement d'accord avec elle. Vous devez rester professionnel, rigoureux, que vous soyez à Paris ou à Bamako. Je dis souvent à mes collaborateurs du groupe Azalaï, un client ne viendra pas dans un hôtel Azalaï parce que c'est un hôtel africain, parce que c'est l'ADN africain, parce qu'il veut plaire à des Africains. Il vient dans un hôtel pour trouver ce qu'on cherche dans n'importe quel hôtel. Le confort, la propreté, l'hygiène, la qualité, que l'Internet marche, que la douche marche, qu'on mange correctement. Et ça, qu'on soit à Bamako, à Paris ou à New York, c'est la même exigence. Mais si vous pouvez donner tous ces services avec votre culture africaine, avec votre façon africaine, ben ça fait un plus. Et c'est ça qui fait qu'Azalaï compétit avec tous les grands groupes hôteliers depuis 30 ans maintenant et est toujours là. Donc,
Donc je pense qu'il faut que vous soyez conscient que si vous décidez de vous lancer, de sauter le pas, de retourner au pays de vos parents, de faire un projet, vous n'aurez pas la même vie qu'à Paris, parce que ce n'est pas les mêmes codes. Vous n'aurez pas les mêmes facilités, parce qu'ici, tout est à sa place. Dans nos pays, rien n'est à sa place. Vous n'aurez pas la même qualité des ressources humaines que vous avez ici. Mais par contre, vous allez beaucoup mieux vous réaliser là-bas qu'ici. Parce qu'ici, tout est fait. On n'a aucune valeur ajoutée dans les pays développés. Oui, on peut vivre confortablement lorsqu'on a un bon travail ou une bonne entreprise. Oui, on peut s'habituer à certaines choses, mais l'impact que nous avons dans nos pays, sur notre continent, nous ne pouvons pas l'avoir ici. Souvent on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas un hôtel à Paris? Pourquoi vous n'avez pas un hôtel à Dubaï? Je dis parce qu'à Paris, on n'a pas besoin de moi pour construire un hôtel. Tous les jours, il y a peut-être 100 ou 200 hôtels qui ouvrent. Le groupe Accor ouvre un hôtel par jour. Un hôtel par jour. Vous pensez que le groupe Accor, qui est un groupe français, on a besoin d'Azalai pour venir ouvrir un autre hôtel à Paris? Non, par contre, il y a tellement de besoins de chambres d'hôtel en Afrique que même si Dieu me donnait 200 ans de vie, je ne pourrais pas satisfaire la demande. Donc, c'est vraiment là votre valeur ajoutée. Maintenant, je ne vous dis pas, vous balancez tout, vous partez. Je pense qu'investir dans nos pays, c'est un projet qui se prépare. Parce que ce n'est pas un projet évident. Ce n'est pas un projet évident du tout. Et ma fille, Aïssata, c'est quelque chose. Un jour, elle est venue dans mon bureau, on est resté presque 2 heures. Voilà. Quand on a l'âge, on devient aussi un psychologue, un psychanalyste. Et je me réjouis de voir, elle m'a dit un jour que cet entretien l'a beaucoup aidée parce qu'elle était à 2 doigts de tout laisser tomber et de repartir. Donc, vous devez vous préparer. C'est un projet qui se prépare. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et partir. Il faut préparer, il faut vous documenter, il faut parler, il faut peut-être faire des allers-retours, aller voir, bien travailler votre projet, bien travailler votre business plan. Si vous pouvez vous associer, associez-vous. Je pense aussi que c'est important de s'associer parce qu'en ce moment, vous mettez vos énergies en place ensemble. Et quand vous êtes associés, d'ailleurs, vous pouvez mutualiser. Pendant qu'il y en a un qui peut laisser ce qu'il a à faire ici et partir, les autres peuvent rester là et puis si ça marche, ils peuvent les rejoindre. J'ai vu beaucoup de startups qui ont commencé comme ça, où ils se mettent à 2 ou 3 et puis à un moment donné, il y en a un qui laisse sa situation et qui part en Afrique, qui lance l'entreprise et quand ça marche, les autres le rejoignent. Alors moi, personnellement, mon parcours, donc vous le connaissez, je suis issu d'une famille de commerçants, petit-fils de commerçants, donc entreprendre est quelque part une seconde nature dans notre famille. J'ai été étudié, je suis revenu, j'aurais pu travailler comme directeur financier dans un grand groupe ou être fonctionnaire, mais bien sûr, je suis devenu entrepreneur comme mon père, comme mon grand-père. Et j'ai fait 10 ans dans le négoce avant de me lancer dans l'hôtellerie. Je reste convaincu et persuadé que nos pays ne peuvent se développer que si nous tous on investit dans les secteurs productifs. C'est pour ça que j'encourage beaucoup la diaspora à investir dans les secteurs productifs parce que nous avons besoin de créer des emplois. C'est ça qui nous manque. Quand vous voyez tous nos jeunes qui meurent dans le désert, en mer Méditerranée, essayant de venir chercher un meilleur devenir ici en Europe, alors que l'Europe est devenue un mirage, l'Europe n'est plus ce qu'elle était. C'est chagrinant, mais c'est parce que ces jeunes n'ont pas de perspective dans nos pays. Il n'y a pas suffisamment de création d'emplois. Donc j'encourage beaucoup la diaspora à investir dans les secteurs productifs. Le Mali, par exemple, est une puissance agricole endormie. Donc je me réjouis de voir que certains piches aujourd'hui touchaient le secteur agricole. Toutes nos matières premières que nous produisons, nous ne les transformons pas. Le Mali, par exemple, exporte essentiellement 3 produits qui ne sont pas transformés. Le premier, c'est l'or. Il n'y a pas de raffinerie d'or au Mali.
Donc en réalité, nous exportons notre richesse et nous importons de la pauvreté. Toute l'or qui est produite au Mali est exportée. Et tenez-vous bien, le gouvernement de Mali ne sait même pas combien de quantité d'or est produite et exportée du Mali. On ne sait même pas combien. C'est pour vous dire un peu la catastrophe. Le deuxième produit, c'est le bétail. Nous avons le deuxième cheptel en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Et nous continuons encore à exporter du bétail sur pied. C'est-à-dire on prend des camions et on met du bétail et on va vendre en Côte d'Ivoire, au Ghana. Avant qu'ils arrivent, ils ont perdu 30 à 40% de leur poids. Le Mali est un pays qui devrait avoir aujourd'hui 100, 150 abattoirs modernes et pas une seule tête de bétail ne devrait être exportée. On doit tout abattre, exporter des carcasses de viande, comme ça on garde les sous-produits, le cuir. Cette chaussure que je porte, on pourrait le faire au Mali avec du cuir malien et donc donner des emplois aux artisans maliens, ce n'est pas le cas. Et le troisième produit d'exportation, c'est le coton, qui est exporté à 98%. Je porte peut-être un costume qui est fait avec du coton malien, mais le costume n'est pas fait au Mali. Donc je vends que du coton à très faible valeur ajoutée. Vous savez, si je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, et j'ai rencontré un ou deux Ivoiriens dans la salle, l'industrie du cacao, c'est 400 milliards de dollars par an. 400 milliards. Et la Côte d'Ivoire en tire 6 milliards. 6 milliards. Quand vous dites chocolat, même si je vous pose la question tout de suite, vous allez tous me dire la Suisse, la Belgique, la France, ils ne produisent pas 1 kilogramme de fèves de cacao. Tout vient, 60% vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et on a à peine 15% de ce commerce-là, parce que la valeur ajoutée n'est pas chez nous, elle est chez les autres. Une tonne de bauxite, et la Guinée est le premier producteur mondial de bauxite, la Guinée-Conakry, une tonne de bauxite se vend à $30. 30 dollars. Une tonne d'alumine se vend à $400. Une tonne d'aluminium se vend à $3000. Donc nous, on a $30. Les industriels viennent prendre notre matière première à $30 et ils nous vendent des fenêtres en aluminium à $3000 la tonne. Voilà le drame de l'Afrique, mesdames et messieurs. L'Afrique est un continent riche, richement doté par Dieu, mais qui reste pauvre parce qu'il n'exploite pas cette richesse-là. C'est les autres qui viennent l'enlever et l'exploiter et lui vendre des produits finis. Mon pays, le Mali, a une économie extravertie. On est un pays d'importation. Valérie peut vous le confirmer. Il y a très peu d'entreprises qui produisent, très peu d'entreprises qui investissent dans le secteur productif. Et c'est ça la bataille que nous devons mener. J'ai parlé de cela pour venir à ma conclusion. La bataille que nous devons mener, c'est en Afrique, au Mali, mais aussi sur tout le continent, c'est la bataille de transformer localement notre richesse. Au lieu d'exporter notre richesse et d'importer la pauvreté. Chaque fois qu'en Afrique, on exporte une tonne de fèves de cacao, une tonne de coton, 10 000 bétails sur pied, quelques onces d'or, nous exportons de la richesse et nous importons de la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est quoi? C'est des jeunes qui n'ont pas de travail. La pauvreté, c'est quoi? C'est un secteur économique informel qui n'est pas connu du fisc et donc qui n'est pas taxé. Donc l'État ne trouve pas un espace budgétaire pour faire les routes, les hôpitaux et tout ça. Donc, vous de la diaspora, vous avez un rôle à jouer. C'est vrai que ce n'est pas facile pour vous. Beaucoup de gens ont dit c'est très difficile, la corruption, l'administration et tout ça, oui. Mais moi aussi, quand je me suis lancé en 1994, un banquier européen m'a dit non, l'hôtellerie, ce n'est pas fait pour les Maliens. Vous êtes des bons commerçants, continuez à faire du commerce comme votre père,
Vous avez fait un bel investissement, rénover l'hôtel, mais appeler une chaîne hôtelière internationale pour gérer, parce que c'est très complexe, ce n'est pas fait pour les Maliens. Eh bien, on l'a fait, on l'a réalisé. Il faut que nous ayons confiance en nous, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en votre capacité de transformer l'Afrique. C'est votre devoir de génération. Moi, personnellement, tout ce qui me reste à faire, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est de passer le relais, passer le témoin, de vous parler, de vous encourager. Parce que moi aussi, on m'a dit que ce n'était pas possible. Parce que j'étais un Malien, je devais faire que du commerce, c'est-à-dire acheter et vendre. Et que je ne pouvais pas créer une entreprise dans un secteur industriel concurrentiel. Et on a montré que c'est possible. Et vous savez quoi? L'Afrique se transforme d'une façon extraordinaire. Mais vous qui êtes ici à Paris ou ailleurs, on ne vous en parle pas assez. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait 2 banques à Bamako. La Banque malienne de crédit et de dépôt, filiale Crédit Lyonnais, et la BIAO, filiale BNP. 2 banques françaises. Et il y avait une compagnie d'assurance qui était étatique, la Sénar. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule banque française au Mali. Il y a 15-20 banques qui sont toutes des banques panafricaines. Il y a une dizaine de compagnies d'assurance qui sont toutes africaines. Vous avez lu récemment une vieille maison de commerce française qui est en train de quitter l'Afrique, Jia Delmas, qui est le représentant de Caterpillar, qui est en train de vendre toutes ses positions africaines à un banquier africain. Je peux rester pour vous citer beaucoup d'autres exemples. Économiquement, sociologiquement, politiquement, l'Afrique est en train de se transformer d'une façon extraordinaire, mais on n'en parle pas. Quand vous regardez CNN, quand vous regardez France 24, quand vous écoutez RFI, on vous parle que du 2e coup d'État au Burkina. Oui, il y a des coups d'État en Afrique. On vous parle de massacres. Oui, il y a des massacres. On vous parle de famine. Oui, il y a des famines. Mais on ne vous parle pas des success stories. On ne vous parle pas des capitaines d'industrie africaine qui sont en train de racheter des grands groupes français. On ne vous parle pas d'un illettré, quand je dis illettré, qui n'est jamais allé à l'école des Français et qui est en train de concurrencer Nestlé au Mali. C'est Baramousso. Son créateur n'est jamais allé à l'école. Il a commencé par récupérer les invendus des vendeuses au marché pour en faire des bouillots. Aujourd'hui, il concurrence la plus grande multinationale agro-industrielle au monde, Nestlé, au Mali. Donc c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, chers neveux et nièces, l'Afrique, c'est votre avenir. L'Afrique, c'est l'avenir de vos enfants. Vos parents sont venus ici pour nourrir les parents qui sont restés là-bas. Vous devez développer l'Afrique. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et voilà. C'est cela, je n'ai rien à dire. Bon, maintenant...